Ibrahim Sanogo est notre invité du jour. Il est le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la thématique de l'intrapreneuriat. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Kavoré, bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Et c'est un plaisir de retrouver le plateau. Un plaisir partagé également à l'intrapreneuriat. Qu'est-ce que c'est déjà ? Alors, il faut dire que de base, l'intrapreneuriat, c'est le fait qu'un individu ou un groupe d'individus adopte une mentalité d'entrepreneur et décide au sein d'une organisation de travailler à développer des projets. D'accord, c'est né aux États-Unis. Donc, en gros, pour faire simple, en langage facile et simple, c'est un salarié qui a une mentalité d'entrepreneur, qui agit et travaille comme étant un entrepreneur, mais c'est un salarié. Quelle est en ce moment la différence entre intrapreneuriat et entrepreneuriat ? Alors la différence va se retrouver à deux niveaux à mon avis. Le premier niveau, c'est le risque. Parce que l'entrepreneur, lui, a le risque de toute la chaîne. D'accord, c'est lui qui investit son argent, c'est lui qui investit en tout cas toutes ses économies et il porte donc le risque et la responsabilité. Donc il porte la responsabilité des échecs et des succès et qui impacte plus sa vie. Alors que l'intrapreneur, lui, n'a pas investi dans l'entreprise, donc c'est pas son argent, ce ne sont pas ses économies, mais en même temps, il n'a pas totalement toute la responsabilité, si tu veux, d'un chaos ou d'un échec total. D'accord, donc il peut piloter des projets qui ne vont pas marcher, c'est le patron qui paye, pas lui. Pourquoi est-il important d'aborder une telle thématique au profit de nos auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui ? Il est important pour moi parce que, on l'a déjà dit sur ce plateau, nous sommes, en tout cas une bonne majorité, j'ai envie de dire tout le monde d'ailleurs, nous recherchons l'épanouissement financier, le bonheur qu'on a déjà abordé, et très souvent, et surtout dans les sphères plus jeunes que je côtoie, on pense que l'entrepreneuriat est le seul moyen pour quelqu'un, pour un individu, de s'exprimer, de s'épanouir financièrement, alors que non. D'accord ? On n'est pas tous obligés d'être des entrepreneurs, mais on peut, au-delà de l'entrepreneuriat, être des intrapreneurs, donc être des agents, des salariés, des employés, mais des employés qui travaillent comme des entrepreneurs. Voilà, d'accord. Donc c'est pour moi l'intérêt de cette thématique, c'est d'amener déjà les gens à comprendre que tout le monde n'est pas fait, ou tout le monde n'a pas la capacité de prendre ce risque-là, d'accord, parce que c'est un risque quand même. Un entrepreneur nage dans le flou, hein. C'est un peu de la folie, si vous voulez, d'accord, et il prend énormément de risques. Tout le monde n'a pas cette capacité de gérer ce risque-là, d'accord. Ensuite, c'est aussi un moyen, un très bon moyen pour aller à l'entrepreneuriat, d'accord, parce que entreprendre sans avoir une expérience dans un domaine, sans avoir testé, il y a beaucoup de choses qui vont bloquer. Donc, le capital expérience de l'intrapreneuriat peut vous permettre, peut être un tremplin, et c'est même ce qui est conseillé d'ailleurs, d'accord, au lieu de sortir des bancs et puis de se lancer tout de suite. Il y en a qui pensent, en tout cas il y en a qui sont de l'avis que c'est plus, peut-être que ça prend plus de temps, mais tu es plus libre, tu n'es pas contraint par des rouages déjà, mais moi je suis de ceux qui pensent que c'est le bon chemin. Tu sors, tu suis un cursus normal, tu passes en entreprise, tu testes, tu apprends, tu appliques, tu échoues, mais en même temps ça te donne un capital expérience. Et quand j'étudie de nombreux entrepreneurs, je me rends compte qu'en réalité ils entreprennent dans un domaine dans lequel ils ont déjà travaillé pour quelqu'un, d'accord, donc ils ont pu apprendre du domaine avant de pouvoir se lancer eux-mêmes dans cette aventure. Quand on regarde effectivement de plus en plus, il y a cette promotion de l'entrepreneuriat au lieu des études. Quand on finit, il faut aller vers l'entrepreneuriat, il faut se trouver une activité qui pourrait ensuite générer des revenus. Et quand on essaie aussi de faire le point, on a l'impression que depuis une vingtaine d'années, c'est la dynamique eu égard à ce que les chiffres donnés au niveau des recrutements, des concours de la fonction publique, on n'arrivait pas à prendre un bon nombre de personnes. Donc, allons-y à l'entrepreneuriat, mais vous dites autre son de cloche, c'est qu'on ne peut pas tous réussir dans l'entrepreneuriat, il faut aller dans l'intrapreneuriat. Est-ce qu'on peut préciser les choses ? Alors, c'est comme vous l'avez dit, je dis que l'entrepreneuriat demande que vous ayez les reins et les nerfs solides. Quand je prends un employé, certains vous diront que je suis parti de zéro, j'ai créé quelque chose qui a marché.
dans l'élevage avec 2 petits trucs. Oui, le peu de gens qu'on rencontre qui ont ce succès, qui sont ces self-made men. Mais combien de gens sont tapis dans l'ombre, qui ont essayé des projets d'entreprise qui ne marchent pas? Combien de gens vivotent? Combien d'entrepreneurs qui sont dans l'ombre, qui n'arrivent même pas à tirer leur épingle du jeu? Et même encore mieux, vous prenez par exemple un agent, quand je reviens sur le nerf, un employé quand il finit son travail, pour la bonne majorité, mais c'est pas ce que nous recommandons, parce que par l'intrapreneuriat en réalité c'est pas ce que nous recommandons, mais la bonne majorité, alors, quand il finit, typique de l'agent déjà pour voir. Dans l'agent, il vient, il travaille. Il fait le strict minimum dans la bonne majorité, où il s'arrange à ce que sa lettre de mission soit comblée. D'accord? Donc la mission que vous lui avez donnée, lui le comble, il a des heures de travail. Quand il finit ses heures de travail, il va qu'à sa vie. C'est sa vie. D'accord? L'entrepreneur, non. L'entrepreneur, même quand il mange, il pense à son entreprise. Parce que payer les salaires à la fin du mois ne dépend pas de l'employé. L'employé attend son salaire à la fin du mois. À l'entrepreneur de se débrouiller pour payer toutes les factures de l'entreprise et payer ses salaires à la fin du mois. Mais vous n'avez pas idée de l'équation que c'est. Ensuite, quand il n'y a pas de marché, quand il n'y a pas... L'agent, très vite, il peut se chercher pour dire que non, l'entreprise ne marche pas. L'entrepreneur, il va où? Il se cherche comment? Et il est obligé. Donc, il est le premier, c'est-à-dire que c'est l'effort mental dont a besoin un entrepreneur, mais c'est terrible, mais vous n'avez pas idée. D'accord? Et tout le monde n'a pas, si vous voulez, la personnalité qu'il faut, le caractère qu'il faut. Regardez, il pilote un projet, il prend un projet. Mais il prend un projet, ce n'est que dans son esprit. Il n'est pas sûr, il analyse un besoin, il se dit, j'apporte une solution à ce besoin. Je prends mes économies, je mets sur une solution que je vais apporter à mon marché. Sans être sûr à 100% que le marché va adopter la solution qu'il propose. Sans être sûr à 100% qu'il va rentrer dans ses fonds. Sans être sûr à 100% qu'il pourra impacter même son environnement. Mais il y va, à ses risques et périls. Vous connaissez combien de personnes, combien parmi nous, nous sommes nombreux, mais nous ne sommes pas dans la même dynamique. Quand vous rentrez dans l'investissement, on va vous parler de mon profil de risque. Mais on n'a pas les mêmes profils de risque. Il y en a qui sont prudents, d'accord? Ensuite, il y a vraiment cette question de personnalité là, parce que c'est beaucoup une question de personnalité avant d'être une question de compétence, d'accord? Donc pour moi, tout le monde ne peut pas entreprendre. Entreprendre, c'est bien, mais tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais même si vous avez la capacité d'entreprendre, le meilleur chemin, l'un des meilleurs chemins, ce serait d'aller tester vos idées dans l'argent de quelqu'un. C'est un peu trop fort de le dire, mais c'est en réalité terre à terre cette réalité, parce que quand vous échouez en entreprise, quand vous pilotez un projet que ça ne marche pas, il y a des pertes financières. Qui supporte ces pertes? C'est l'entrepreneur. Oui, il y aura des gains. Oui, c'est l'entrepreneur qui a ses gains. Mais on ne voit que ce gain. On ne voit pas toutes les pertes de l'entrepreneur et tout le risque que prend l'entrepreneur. D'accord? Donc, sur les deux tableaux, ça peut marcher. D'accord? Mais l'entrepreneuriat reste quand même un très bon moyen. Moi, je vous donne l'exemple de quelqu'un que j'ai découvert récemment et dont l'histoire m'a totalement impacté. C'est Tim Cook. Le patron aujourd'hui donc de Apple, d'accord? Mais c'est pas lui qui a créé Apple, c'est un salarié, c'est un employé, mais celui qui a révolutionné totalement, même sous Jobs, d'accord? Sous le leadership de Jobs, il a révolutionné la production même de Apple. Mais à la base, c'est un analyste, un ingénieur, d'accord? Mais qui arrive à rentrer dans des systèmes logistiques, dans des systèmes de gestion des opérations, qui rationalisent des coûts, qui permet à l'entreprise de sortir d'un gouffre dans lequel il se retrouvait. Mais combien de personnes acceptent, foncent et se disent, oui, c'est pas moi qui l'ai créé, mais je veux tout donner. Combien de personnes ont cette mentalité-là? Ils sont très peu. Difficile donc pour tout le monde d'aller vers l'entrepreneuriat, d'où l'idée aussi d'aller à travers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller sur le parcours de l'agent type pour comprendre son cheminement et essayer de faire le parallèle justement avec l'entrepreneuriat? Ok. Alors, quand vous prenez quelqu'un qui sort des études, donc je prends quelqu'un qui a étudié, quand il finit ses études, généralement on pense qu'on est prêt. On n'est pas prêt. On est sorti, j'ai déjà parlé de la taxonomie de Bloom, et vous allez voir que dans le dernier niveau de la taxonomie de Bloom, on parle de l'application. Donc, dans le livre Banaliser le succès, vous allez avoir ça détaillé, je vous recommande de le lire bien. La triptyque connaissance, sagesse, intelligence, d'accord? Donc, à l'école, généralement, pour celui qui va bien brouiller, il va avoir, si vous voulez, la connaissance et puis la sagesse.
d'accord? Donc connaissance, avoir une information, sagesse, comprendre l'information, mais l'intelligence, le niveau d'utiliser l'information va demander de l'application, va demander de pratiquer, et c'est en ce moment que vous pourriez tirer le meilleur parti et que ça devienne une vraie connaissance pour vous, d'accord? Donc quand vous quittez l'école, au fond, il y a énormément de choses que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes bourré de théories, mais il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas parce que vous ne les avez pas appliquées. D'où les stages. Donc on va aller d'abord en stage. Et quand on va en stage, en réalité, on a un terrain qui nous permet d'appliquer donc toutes ces connaissances théoriques que nous avons apprises à l'école. Souvent on les a oubliées. Nous on recommande même que pendant tes stages, tu aies toujours tes cahiers avec toi pour revoir, parce qu'il y a des situations que tu vas rencontrer. Quand tu repars avec tes cahiers, tu vas comprendre maintenant la théorie qu'on t'enseignait par rapport à quelque chose. Mais le stage, c'est encore un apprentissage, c'est une période d'apprentissage. Mais une période que tu peux rendre tellement fructueuse que, et ça demande aussi beaucoup d'investissement, et nombreux sont ceux qui le font. Quand ils sont en stage, ils sont à la quête, moi j'ai un grand frère qui aime dire ça, à la quête d'un matricule, donc d'un numéro matricule. Donc il cherche du boulot. Donc là, il peut se donner à fond, il s'engage, il tape fort, et si vraiment l'engagement est bien fait, et si l'investissement en soi et dans ce que tu produis est bien fait, tu peux te retrouver donc à avoir ce qu'on va appeler d'abord un essai. Donc ça c'est le premier job. Donc tu as un essai, ensuite tu as une proposition de contrat. Dans une bonne majorité, les gens commencent à baisser les bras au moment du contrat. Donc qui peut être un CDD, stage, essai, contrat. Donc ça peut être un CDD, beaucoup baissent les bras. Pourquoi vous estimez que beaucoup baissent les bras dès que le contrat se présente? On a déjà parlé de beaucoup de facteurs. Il y a énormément de facteurs, d'accord? Mais c'est beaucoup plus une question de mentalité, de paradigme. Énormément, d'accord? Mais il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en ligne de mire et qui vont amener souvent les gens à baisser les bras, à penser que le rêve est abouti. Je voulais travailler, je travaille, j'ai un contrat, j'ai un CDI ou j'ai un CDD, donc j'ai un salaire. Et ils arrêtent maintenant d'investir en eux. Et même mieux, si le paradigme n'est pas bien moulé, en réalité, ils viennent travailler, mais ils ne viennent que chercher à mériter leur salaire. D'accord? Ils ne viennent pas pour apporter une solution, ils ne viennent pas pour être une aide, ils ne viennent pas pour porter une entreprise comme si c'était la leur. D'accord? Et c'est à ce niveau maintenant que intervient l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat va dégager, va commencer au moment où vous estimez que ce n'est pas vous qui l'avez créé, mais vous avez votre touche à apporter, vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. D'accord? Et donc vous vous donnez les moyens, aussi bien intellectuels, d'accord, pour impacter, pour apporter des solutions, pour accompagner l'entrepreneur à réaliser, si vous voulez, le rêve qu'il a eu et qui a porté la création de l'entreprise. Donc à partir de ce moment, vous intégrez la mentalité donc de l'entrepreneur. Tout à l'heure, quand on débutait, on l'a dit, tout le monde ne peut pas forcément être entrepreneur. Et quand on finit les études, on passe par la case du stage, surtout avec un essai, un contrat, et se présente ensuite l'entrepreneuriat. En termes de catégorisation, à quel moment est-ce qu'il est recommandé d'avoir maintenant cette idée d'entreprendre? Ça va venir de plusieurs facteurs. Soit vous sentez qu'à un moment la fibre est très forte, d'accord, quoique peut-être certains peuvent penser le sentir, mais c'est juste le besoin pécunier. Mais soit à un moment vous sentez que la fibre, la fibre est forte, soit à un moment vous avez l'idée, ce qu'on va appeler l'idée de génie. Et généralement, j'étudie certains entrepreneurs, j'ai même étudié un que je ne vais pas me permettre de citer, mais qui a un livre donc, et puis qui disait que si c'était à refaire, il n'allait pas travailler. Et moi je dis non, je suis pas d'accord, parce qu'en réalité l'idée de son projet est née des difficultés qu'il a vues pendant qu'il travaillait. D'accord? Il ne travaillait même pas au Burkina, il travaillait hors du Burkina, il était dans des sphères, si je donne beaucoup de détails, il sera connu, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer parce que je ne le connais qu'à travers son livre, mais à partir de son emploi là-bas, à la Banque mondiale, il se rend compte de beaucoup de choses, et puis il a un rêve pour l'Afrique. Donc moi je dis, ce rêve que tu as pour l'Afrique, c'est parce que tu y travaillais, tu as vu des difficultés, tu as vu des pays africains venir, mais avec des variables qui n'étaient pas, peut-être en ton sens, des variables qui honoraient l'Afrique, et donc tu décides de faire quelque chose donc
dans ce sens. Donc ça peut arriver dans ces situations-là. Alors, plus on vous écoute, est-ce qu'on pourrait dire que l'entrepreneuriat, c'est un mindset? C'est absolument un mindset. L'entrepreneuriat comme l'entrepreneuriat, c'est d'abord et avant tout un mindset, d'accord? Un mindset qui va partir de l'ambition, d'accord? Donc, c'est d'abord une question d'ambition. Et cette ambition encore, nous, en tout cas, nous partageons le fait que le besoin d'être doit suivre le besoin, et le besoin d'avoir plutôt doit suivre le besoin d'être. C'est d'abord le besoin d'être, le besoin d'apporter une solution à son environnement, le besoin d'accomplir une mission dans sa vie, le besoin de vivre utile, d'accord? Et donc, on va avoir ce qu'on va appeler vraiment de l'ambition, l'envie de réaliser des grandes choses. Vous voyez, je ne parle pas d'argent, je parle d'envie de réaliser des grandes choses. D'accord? Donc c'est ici d'abord, donc c'est le mindset. D'accord? Mais après le mindset, il faut changer ses paradigmes, comme je le disais. Parce que c'est une question de paradigme. On reste dans des pensées limitantes, on reste souvent dans des manières de voir, dans des façons de voir la vie. Vous voyez le gars qui arrive en entreprise, qui dit que les patrons sont des gens qui exploitent les gens, le patron, il ne se soucie pas de ses employés, le patron, il ne s'intéresse qu'à son argent. Vous voyez, ça c'est un paradigme, c'est un mauvais paradigme. Et quand vous avez ce paradigme, vous ne pouvez pas vous donner à fond parce que vous estimez que non, le patron, c'est un inhumain, c'est quelqu'un qui ne pense pas aux autres, alors que non. Pour créer l'entreprise, il a pensé aux autres. Il a pensé à un besoin. Il a décidé, il a designé une solution qui doit répondre à un besoin. C'est de l'amour. C'est penser aux autres, d'accord? Il apporte une solution pour améliorer la vie des autres. Et quand vous arrivez, vous venez accompagner cette amélioration, cette solution en tout cas qu'il veut apporter, et vous venez la parfaire, parce qu'elle n'est pas parfaite, elle est brute, d'accord? Elle se parfait au fil des années, avec les innovations, avec beaucoup de changements, et vous devez apporter quelque chose dedans. Mais malheureusement, quand on reste dans le paradigme du patron qui est le mauvais type, qui n'est intéressé que par son argent, qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi, on est intéressé que par notre argent. Donc on arrive et on essaie de faire le strict minimum possible, d'accord? Pour ne pas qu'on nous, comment je vais dire ça? Pour ne pas qu'on nous reproche de ne pas faire notre boulot, mais en réalité, on ne porte pas l'entreprise. Et là, c'est pas intéressant. Donc, ça ne nous donne pas la possibilité d'explorer, si vous voulez, ce que j'allais dire, son potentiel plein. Quand je reviens à Tim Cook pour terminer, quelqu'un qui fait des études en génie industriel, qui arrive dans une entreprise, il commence sa carrière à IBM, si je ne me trompe pas, d'accord, il quitte de stagiaire à analyste, mais dans une décennie, il grimpe tellement les échelons qu'il devient directeur des opérations. Directeur des opérations, donc en fait, il fait de la logistique, rationaliser les coûts de production, trouver des meilleurs fournisseurs. C'est un ingénieur en génie industriel. Mais il arrive dans l'entreprise, il ne se contente pas d'être un analyste. Au moment où il est analyste, il voit que non, nos productions, il y a tel problème, il y a tel souci. D'accord, comment moi je peux faire? Et plus il réfléchit à l'entreprise, plus il réfléchit à comment porter l'entreprise plus haut, plus il découvre en lui-même des choses, des capacités qu'il a, il fait des propositions, il essaie, il tâte le terrain, il se perfectionne, et c'est comme ça qu'on se place, d'accord? Et donc dans ce paradigme-là, pour chuter un peu, certains vont dire non, même si on essaie, le patron, tu n'as pas essayé. C'est 50-50. On attend toujours que ça vienne de la hiérarchie. Non, ça ne vient pas toujours de la hiérarchie. Ça vient d'abord de toi. Dites-moi quel humain peut avoir un employé, un agent, qui se donne à fond et qui porte l'entreprise comme si c'était le sien. Et puis, le patron ne s'approche pas de lui. Mais ce que vous voulez, c'est ça. C'est ce que vous voulez. C'est de pouvoir enlever un peu vos problèmes et puis le mettre sur quelqu'un pour le porter. D'accord? Donc, et ça, c'est tout bénef pour l'entrepreneur. Alors, je pose une question à la fois double. Pour celui qui se retrouve en entreprise, qui se retrouve à faire le strict minimum eu égard à un certain nombre de conditions non réunies pour lui, qui n'apporte pas un plus en ce moment à l'entreprise, comment pourriez-vous lui conseiller pour qu'il se retrouve à se donner plus, à aller vers l'entrepreneuriat, parce que de là il pourra lui-même trouver satisfaction. Et de l'autre côté, l'autre volet de la question, pour le chef d'entreprise qui se retrouve en ce moment avec du personnel qui se contente de faire le strict minimum, est-ce que ce personnel est essentiel, puisque néanmoins ils font du travail?
mais ils font du travail juste parce qu'ils attendent le salaire. Est-ce qu'ils ne sont pas importants aussi dans la chaîne? Comment pour le chef d'entreprise on arrive à manager? C'est ces deux questions. D'accord, pour ces deux questions, je vais demander au chef d'entreprise de nous contacter. C'est notre métier, on va les former, on va les accompagner justement dedans parce qu'il y a un ensemble d'éléments qu'on ne peut pas aborder ici sur le plateau. Donc ce serait bien de nous contacter parce que c'est notre métier. D'accord. Pour l'employé également, il peut nous contacter parce que c'est aussi notre métier. Il peut se faire coacher, mais ça va pour aller très vite pour l'employé. Je vais rester sur l'employé. Pour l'employeur, vraiment, contactez-nous. Alors, pour l'employé, alors ça va passer parce que j'ai dit ambition, d'accord. Donc il faille vraiment de l'ambition. Mais avant l'ambition, il faut se connaître, d'accord. Il faut savoir qui je suis, quel est mon tempérament. Est-ce que je suis colérique, je suis mélancolique, je suis flegmatique, je suis sanguin. Ça permet de ne pas se retrouver dans des choses qu'on ne désire pas, parce que malheureusement, on peut vouloir des choses, mais c'est juste par l'influence de l'externe. C'est pas nous, ça nous apporte pas la paix interne, d'accord. J'ai déjà animé beaucoup de trucs sur le plateau par rapport au tempérament qui peuvent être revus, d'accord. Donc, mais ambition. Ensuite, mindset, changer de paradigme, mais quelque chose qui est encore plus important, c'est d'écrire un projet professionnel. Et malheureusement, nombreux sont ceux qui ne se penchent pas à écrire, à designer, qui pensent qu'ils ne peuvent pas influencer la vie. Non, vous pouvez le faire. De toute la façon, même si vous écrivez que ce n'est pas totalement réalisé, vous avez quand même une boussole, vous avez une direction. D'accord. Et quand tu écris un projet professionnel, quand tu écris, nous on dira professionnel et personnel, parce que je pense que c'est un équilibre à rechercher, on a parlé déjà de l'équilibre. D'accord. Mais c'est bien de l'écrire. D'accord. Voilà ce que j'ambitionne, voilà ce que je veux, voilà mes rêves, voilà, il y a un ensemble de parcours, peut-être très probablement on peut revenir sur le projet professionnel, mais c'est bien d'écrire son projet professionnel et personnel. Donc d'avoir un guide, c'est ce qui nous permet donc de nous accrocher, de savoir que ce n'est pas aujourd'hui, nos actions ne s'inscrivent pas dans aujourd'hui, mais nos actions s'inscrivent dans un long terme, et voilà ce que nous poursuivons. Ça nous permet de dépasser certains égos, et ça nous permet de ne pas regarder en la difficulté ni en la faiblesse de notre vis-à-vis, mais de regarder en ses qualités, en l'opportunité que nous avons, en l'opportunité qu'il nous donne, parce qu'un employé qui vous donne, un employeur plutôt qui vous donne du travail, c'est une opportunité qu'il vous donne. Il vous donne une opportunité de prendre soin de vous prendre en charge, d'exprimer votre potentiel, et ensuite d'avoir une certaine sécurité, une certaine stabilité. Il y a énormément, c'est une opportunité. Malheureusement, quand on ne le voit pas comme opportunité, mais on voit que c'est comme si c'est nous qui sommes une opportunité pour l'employeur. Bon, j'ai envie de te dire, si tu n'es pas entrepreneur, je l'ai déjà dit, tu partiras, rien ne se passera dans l'entreprise. Quelqu'un d'autre viendra et continuera le travail. L'entrepreneur continuera à exister. Il ne sera pas dépendant de toi. Je reste dans le cas de l'employé, puisque l'employeur devra contacter. Même l'employé aussi. Donc, toujours dans le cas de l'employé qui est en train d'écouter Ibrahim Sanogo au Dej Info, qui se dit: je suis dans la catégorie où je me contente du strict minimum eu égard à un certain nombre d'aspects. Je n'allais pas plus loin. Aujourd'hui, après avoir écouté, je veux aller à l'intrapreneuriat. Quelles sont les marches s'il est en face de l'escalier? D'accord. Alors déjà, le premier, c'est l'engagement. Donc après le mindset, après tout ce qu'on a dit, c'est l'engagement. C'est de t'engager. Et nous, on a l'habitude de dire, on a des outils pour accompagner, c'est de brûler ses bateaux. C'est vraiment de l'engager, de l'engagement, de s'engager corps et âme, j'ai envie de dire comme ça. Et là, ça vient de soi-même. Absolument. Personne ne peut t'aider à ça. Personne ne peut t'aider. C'est vraiment toi qui décides que, quel que soit le temps que je vais passer ici, moi, je vais tout donner. Vous voyez, Tim Cook qui rejoint Apple dit: je ne sais pas dans quoi je suis, je ne sais même pas si je peux travailler avec ce monsieur, mais c'est une belle opportunité et je vais tout donner. Donc il arrive, et je vous dis, il arrive à Apple quand il traverse un désert dans sa vie. D'accord, il quitte le désert, il a un appel de Steve Jobs, il rencontre Steve Jobs, il discute avec Steve Jobs, il a des craintes, il a des doutes, mais il dit non, c'est une opportunité et je vais tout donner. D'accord, et ce tout donner là va t'amener à t'engager. Donc c'est l'engagement d'abord. Et il faut s'engager. Ensuite, il faut accepter de prendre des responsabilités, d'accord. Ça va, quand tu es engagé et que tu veux prendre des responsabilités, ça va t'amener à voir au-delà de ton poste, à t'interroger sur tout ce qui ne marche pas ou
tout ce qui peut être amélioré au sein d'une entreprise. Et il y en a tellement. Peut-être que dans ton poste, il y a des améliorations à faire. Peut-être qu'au-delà de ton poste, il y a un poste, il y a des améliorations à faire. Il y a des failles que tu vois. Et ton engagement, ton implication, ta prise de responsabilité va t'amener à faire quoi? À proposer des solutions, à accepter de prendre de nouveaux chantiers en plus de tes anciens chantiers. Donc ça va te demander de travailler un peu plus. Vous voyez, je fais le lien maintenant avec le transfert générationnel, d'accord? Et de travailler un peu plus. Et ça va te donner de développer un certain nombre de compétences. Et dans les compétences, pour terminer, il faut développer les 6 plus 1 compétences. Et ça, vous le découvrez dans le livre Banaliser le succès, qui coûte moins cher. Je vous encourage à le payer. Dernière question, pourquoi pensez-vous que l'entrepreneuriat est une nécessité aujourd'hui pour les entreprises? À plusieurs niveaux. Pour les salariés eux-mêmes, ça te donne de t'épanouir parce que dans le chemin, au niveau de l'entrepreneuriat, soit à un moment on devient entrepreneur comme vous l'avez dit, soit on devient investisseur parce qu'à un moment quand on grimpe, on fera du cash flow et ce cash flow on peut le réinvestir. Donc cet épanouissement financier qu'on cherche, on va l'avoir au travers de l'entrepreneuriat parce qu'au fond, nombreux sont ceux qui vont vers l'entrepreneuriat parce que juste pécunier. Et on peut l'avoir en tant qu'entrepreneur, d'accord? Vous avez des gens qui sont des salariés mais qui sont payés à des millions et certains entrepreneurs qui ne peuvent pas gagner le million par mois, d'accord? Donc l'entrepreneuriat n'est pas seule la solution. Donc ça c'est pour l'argent, mais pour l'entreprise aussi ça permet de la performance, ça permet de l'innovation et ça permet d'être très concurrentiel sur son marché. Plus on peut créer de l'engagement au sein de son organisation, plus en réalité on crée, si vous voulez, des solutions dynamiques, des solutions intéressantes, des solutions qui peuvent concurrencer. On peut se retrouver à l'issue des segments du marché qui ne sont pas attaqués parce qu'on a des gens qui peuvent porter ça, qui peuvent accompagner les projets de l'entreprise et ça c'est aussi au bénéfice de l'entreprise. Et vous allez voir que les grands groupes industriels ont tellement compris ça qu'ils ont commencé à mettre un ensemble de systèmes qui permettent l'émulation. Quand vous voyez par exemple une entreprise comme Apple qui crée, je crois, il y a une académie, c'est comme une école qu'il crée, c'est pas un hasard en fait. Voilà. Et sur la base de ce que vous avez dit, si, comme on le disait aussi en début d'émission, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tous, est-ce que l'entrepreneuriat, lui, est fait pour tous, surtout quand je me rappelle de cette émission avec ici Abdul Karim Bandé où on parlait du terme de mercenaires en entreprise. D'accord. Ces personnes qui sont là, qui précisent bien que je ne suis pas là pour durer, je suis là pour 1-2 années. Est-ce que l'entrepreneuriat est valable pour eux également? Absolument. L'entrepreneuriat est possible pour tout le monde. Au détriment de l'entrepreneuriat est possible pour tout le monde parce que ça dépend maintenant de ce que tu pourras porter, mais tout le monde peut s'engager pour son entreprise. Si tu y travailles, tu travailles déjà quelque part, c'est que tu peux apporter quelque chose. Et l'entrepreneuriat c'est juste avoir cette mentalité de dire je veux tout donner, je veux tout apporter. Et pour faire maintenant le point avec donc ces mercenaires là, généralement les mercenaires sont des entrepreneurs. La seule différence, le seul déclic entre un mercenaire et un fils, comme il le disait, c'est que le fils porte l'entreprise dans son cœur. Il est attaché à l'entreprise. Le mercenaire est attaché à ce qu'il apporte et ce qu'il reçoit. C'est la différence. Mais il travaille comme le fils, hein, il apporte, mais il n'est pas là pour durer. Le fils, lui, porte l'entreprise dans le cœur. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas... Non. Lui porte l'entreprise dans son cœur. Et le mercenaire, lui, est là pour produire. Il se donne à fond, il réfléchit, il fait, mais si vous voulez, il n'a pas des objectifs de long terme avec l'entreprise. Alors que le fils, lui, se projette énormément loin. Dernier mot, Ibrahim Sanogo. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu nous accompagne dans nos combats. C'est lundi, c'est lourd, mais excellente semaine à tous nos auditeurs et téléspectateurs et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci Ibrahim Sanogo. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil. Merci d'avoir partagé ce temps d'antenne avec nous. Merci à vous de nous recevoir. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi s'achève ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, et bien non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout, Ibrahim Sanogo l'a dit, que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir.
Fruit TV, la télé interactive.